Chevalier de la table ronde des experts scientifiques de la peau, sa quête du Graal l'a conduit sur de nombreuses routes. L'une d'elles pourra peut-être lui permettre demain de biofabriquer une peau totale, universelle, remède aux grandes pertes cutanées. Gilles Lemaître est ingénieur de recherche en biologie à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Merci, monsieur, de nous ouvrir pour un temps les portes de vos laboratoires. Merci beaucoup pour cette introduction. Je tiens à remercier déjà l'organisation de ces 2 journées, de ces conférences, qui sont très intéressantes pour nous en tant que biologistes, parce que c'est vraiment transdisciplinaire et c'est assez extraordinaire. Moi, je pensais il y a 2 secondes qu'on allait faire un pas de géant entre ce qu'on vient d'entendre et ce que je vais vous présenter, mais au final, non, pas trop, parce que l'éthique est aussi importante au niveau des cellules souches. Moi, je vais vous parler beaucoup des cellules souches. Je vous ai aussi présenté là un petit homme écorché, puisque je l'ai fait avant qu'on en parle, bien sûr, toute la matinée, et avant que l'affiche ne soit diffusée. Et on est tous conscients que l'art et la peau sont assez intriqués, et donc c'est une des diapos que je mets toujours en premier pour parler de la peau. Et puis, effectivement, il n'y a pas que nous qui savons changer nos peaux et faire peau neuve. Il y a aussi, on a parlé ce matin, les serpents, les insectes, les crabes, etc. Donc, on est tous capables de faire peau neuve, mais nous, effectivement, on ne change pas de peau, puisqu'on vient de le dire tout à l'heure. On ne change plus de peau pour pouvoir mourir. Donc oui, ce qui m'intéresse, c'est réparer l'humain qui a perdu de la peau. Et ça fait bien une centaine d'années qu'on le fait de façon chirurgicale. Il faut rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de personnes qui ont eu des peaux arrachées, avec des problèmes aussi, ce qu'on appelait bien sûr à l'époque les gueules cassées. Et comme vous pouvez le voir, je sais pas si... Comme vous pouvez le voir, hop là. Donc en bas à votre gauche, vous avez une autogreffe de lambeau de peau, c'est-à-dire que on mettait le patient, on lui arrachait un petit morceau de peau au niveau de son bras, on ouvrait, on écorchait le patient et on remplaçait donc la peau manquante directement du patient sur le patient, sur son visage. Donc ça, c'est les premières greffes de peau qui ont été faites en lambeaux. Maintenant, bien sûr, on ne laisse plus les patients pendant plusieurs mois, en tout cas plusieurs semaines, dans cette position. Maintenant, on coupe les morceaux de peau pour faire des lambeaux autologues, et puis on peut remplacer effectivement cette peau qui a la capacité, quel que soit l'endroit où on va prendre cette peau, à reformer une autre peau ailleurs. Donc ça a été initié. On a parlé du Mans tout à l'heure, et donc c'est un chirurgien, Henri de la Généère, qui était au Mans, qui a fait énormément progresser toute cette partie de la chirurgie. Je ne suis pas spécialiste en chirurgie esthétique ou chirurgie réparatrice. Il y en a beaucoup, je pense, au niveau de cette assemblée. Ils pourront plus vous parler de cette personne. Ça a révolutionné vraiment la chirurgie de la peau. Et alors, on sait que pour avoir de la peau tout au long de sa vie, il faut aller sélectionner des cellules un petit peu spécifiques qu'on appelle les cellules souches. Parce que si vous prenez une peau, vous avez vu ce matin que la peau, c'est un épithélium pluristratifié, c'est-à-dire que vous avez différentes couches, et on vous a dit que dans l'épiderme, par exemple, ce matin, que vous aviez des kératinocytes qui vont se superposer. Si vous prenez des cellules qui sont déjà en voie de ce qu'on appelle, nous, la différenciation, ces cellules-là ne vont pas être très très bonnes pour reformer de la peau. Et il faut vraiment chercher les cellules les plus précoces, les plus progénitrices, les plus souches, pour faire des peaux qui vont vous durer toute une vie. Parce que quand vous avez, par exemple, un brûlé pédiatrique qui a 6 mois, il faut pouvoir le soigner et qu'il ait une peau qui va durer toute sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Alors, il y en a différentes tout au long de notre vie. La vraie cellule souche, c'est ce qu'on appelle la cellule souche totipotente, c'est les cellules germinales, c'est celles qui nous forment à la base. Après, lorsque vous avez, au cours de l'embryogénèse, il ne fonctionne pas le... Ah si. Au cours de l'embryogénèse, donc vous avez la formation de ce qu'on appelle ici un stade de blastocyste. Vous avez ces cellules souches ici qui sont dans ce qu'on appelle la masse interne, qui sont les cellules pluripotentes. Ce sont les cellules souches embryonnaires, ce sont les cellules qui vont permettre de faire toutes les cellules de l'organisme.
Et donc, ce sont des cellules qui sont très, très intéressantes à étudier. On arrive à les sortir chez l'homme pour les étudier en laboratoire et puis pour former certains tissus, pour l'instant en laboratoire, et peut-être un jour greffés chez l'homme. Ensuite, vous avez donc l'évolution de ces cellules souches. Et à partir d'un certain moment, on est un peu spéciaux au niveau des biologistes, on appelle des cellules souches adultes, à partir du moment où on est chez le fœtus, et bien sûr, après la naissance, c'est totalement des cellules souches adultes. Pourquoi adultes? Parce qu'elles sont plus capables de faire tous les organes. Elles sont capables de faire, pour certaines, plusieurs types cellulaires, comme on connaît bien les cellules souches hématopoïétiques, qui sont capables de refaire toutes les lignées sanguines. Et puis vous avez des cellules comme dans la peau, où il y a des cellules souches, et elles sont capables de refaire que des cellules de la peau. Donc c'est ces cellules qui vont nous intéresser, parce que vous avez aussi au niveau du muscle, au niveau du cœur, au niveau des os, et nous on s'intéresse vraiment aux cellules de la peau. Et cette idée de cellules souches, elle n'est pas récente, puisqu'on a beaucoup parlé de la mythologie, et déjà, si vous connaissez le supplice de Prométhée, donc c'est toutes les nuits, on avait un oiseau qui venait manger un morceau de foie, son foie en entier, son foie régénéré. Et donc ça, c'est une des premières bases pour dire si ça régénère, si l'organe régénère, c'est qu'il y a des cellules souches à la base qui sont capables de refaire le même organe. Alors là, je remercie les intervenants de ce matin, comme ça va passer très très vite cette diapo, puisque vous avez tous vu quelle était la physiologie de la peau. Donc moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est ce qu'il y a tout en haut. C'est l'épiderme, parce que moi je travaille beaucoup sur l'épiderme, je travaille également sur le derme, mais surtout sur l'épiderme. Et dans l'épiderme, on vous a montré qu'il y a plusieurs couches. Donc ici, vous avez la couche basale, et puis après les couches suprabasales qu'on appelle épineuses, granuleuses, et puis les couches cornées. Alors la couche cornée, c'est vos cellules qui desquament, c'est quand, typiquement un coup de soleil, quand vous avez vos cellules qui desquament, c'est les cellules de la couche cornée, mais c'est celles qui nous protègent réellement de l'extérieur. Et dans cette couche basale, vous avez des cellules à la fois souches et des cellules qui prolifèrent, qui ne sont plus totalement souches, mais qui continuent à avoir une bonne croissance et qui vont ce qu'on appelle nous se différencier, c'est-à-dire qui vont donner les cellules qui sont au-dessus d'elles. Et ça, c'est tous les 28 jours, il y a un renouvellement. Dès qu'une cellule quitte la couche basale, elle a 28 jours pour monter jusqu'à la couche cornée. Et donc, vous avez ce stock de cellules souches qui va permettre de faire l'épiderme toute votre vie. Alors, on peut dire, avec l'âge, on perd un peu de cellules souches. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que si on n'avait plus de cellules souches, on n'aurait plus de peau. De ce que je sais, personne ne meurt vraiment sans peau, donc effectivement, jusqu'à notre mort, on a toujours des cellules souches dans la peau. Après, ces cellules souches, cet épiderme, on en a parlé aussi, il peut être attaqué, donc on peut avoir des morceaux d'épiderme et de derme, de peau qui vont disparaître, et on a tous entendu parler de ces graduations, de ces pertes de peau, donc qui peuvent aller du blessure du premier degré, second degré, deuxième degré, profond ou superficiel, et troisième degré. Ça dépend aussi de la surface que vous avez à traiter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des blessures du second degré qui vont être superficielles, mais avec une surface de 80% sur le corps. Donc il faudra de toute façon changer quelque chose et réparer la personne qui a cette blessure. Après, vous pouvez avoir des blessures très très profondes du troisième degré, mais juste très localisées. Donc ça peut cicatriser relativement tout seul. Donc ça dépend à la fois de la profondeur et de l'étendue pour la cicatrisation. Alors, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'ils faisaient depuis 100 ans en greffe autologue, avec des lambeaux de peau, et maintenant, je vais vous présenter des choses qui vont vous montrer à la fin qu'on peut essayer de faire ça avec un donneur différent du receveur. Alors, on en a parlé aussi, notre peau, elle est exposée à énormément de choses, alors des choses auxquelles on ne pense pas forcément dans tout ce qui est rayonnement. Vous avez les rayonnements simples, les rayonnements des micro-ondes, des infrarouges, rayonnements visibles aussi certaines lampes, les ultraviolets. Quand vous allez au médical, vous êtes bombardé entre guillemets de rayonnements, et ça, votre peau, elle ne l'apprécie pas forcément, même si ces bombardements sont très très soft, mais votre peau, elle est quand même stressée et agressée tout le temps. Et puis on ne parle pas, bien sûr, on va en parler, mais on sait, tout le monde sait que les facteurs environnementaux sont importants, comme le soleil, on en a parlé ce matin, les chimiques, les pollutions, votre vie. Si vous fumez, vous buvez beaucoup, ça atteint aussi la peau. La façon dont vous mangez est très importante aussi pour votre peau. Et puis bien sûr, tout ce qui est des facteurs de type hormones, immunosuppression, on en a parlé aussi, et puis le vieillissement. Donc ça, la peau,
stressés tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, par l'environnement qui nous entoure. Et donc, dans cette peau, il y a ces cellules souches, et ces cellules souches, elles sont stressées également. Et comment savoir si on a des cellules souches et comment on peut les sortir de cette peau pour avoir une quantité du matériel biologique qui puisse reconstruire une nouvelle peau. Nous, c'est le but qu'on a au laboratoire, c'est-à-dire essayer de sortir ces cellules d'une peau d'un donneur et de les étudier d'une part, et d'autre part, essayer de régénérer une nouvelle peau. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de ce qu'on appelle, nous, des marqueurs, c'est-à-dire on n'a pas une carte d'identité spécifique de ces cellules souches. Il faut qu'on devine à peu près que dans les cellules qu'on va trier, qu'on va isoler, on ait des cellules souches. Et ça, on peut le savoir qu'a posteriori. Donc ce qu'on fait, on a plein d'outils biologiques qui nous permettent de dire, eh ben, dans la quantité de cellules que j'ai devant moi, il y a des cellules qui ne sont pas souches et il y a des cellules qui sont souches pour telle et telle raison. Et ces raisons, je vous les ai mis un peu ici. Le premier graphique que vous avez ici, c'est la croissance cellulaire, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, une cellule souche que vous avez à votre naissance, vous pouvez la retrouver jusqu'à votre mort, et cette cellule, elle a une potentialité de croissance qui est normalement illimitée. C'est-à-dire que, quel que soit votre âge, la cellule va être capable de proliférer et de reformer un nouveau tissu. Et ce qui est quand même assez agréable, parce que même si on cicatrise beaucoup moins bien quand on est âgé, mais on cicatrise quand même. Donc ça veut dire qu'il y a des cellules qui sont là pour régénérer le processus de cicatrisation. Et nous, donc, au niveau du laboratoire, on a un test où on va cultiver les cellules sur plusieurs mois. On arrive maintenant à cultiver les cellules sur à peu près 6 à 8 mois. Et on sait qu'on est capable de faire ce qu'on appelle le doublement, c'est-à-dire une prolifération. Une cellule donne 2 cellules. On est capable de le faire à peu près 150 fois. Si il y a des matheux dans la salle, et même un bon matheux va avoir du mal, le nombre de cellules obtenues à partir d'une cellule, c'est 2 puissance 150. On a estimé qu'on pouvait couvrir largement la population française en partant d'une seule cellule. Donc, en comptant comme on nous a dit ce matin qu'une peau, ça fait à peu près 2 mètres carrés, effectivement, on arrive à une quantité de cellules qui est capable de recouvrir à peu près largement la population française. Donc voilà, on a ce test-là. On a un test qu'on appelle un test de clonogénicité, qui est juste à côté en B. Et ce test de clonogénicité, c'est assez impressionnant. Même moi, qui après plus de 30 ans de carrière, ça m'impressionne toujours. On met une seule cellule toute seule dans un milieu de culture spécifique. Elle est vraiment toute seule, là c'est la cellule qui est toute verte, là elle est toute seule, il n'y a rien autour, donc elle peut communiquer qu'avec elle, pratiquement, et elle arrive à pousser, et si elle est souche, ça va vous donner, au bout de 15 jours dans le petit puits, là où il n'y avait qu'une seule cellule, ça va vous donner ce qu'on appelle nous des colonies. C'est une cellule qui s'est multipliée, qui a grandi, et plus la colonie est grosse, plus vous aviez à la base une cellule souche. C'est-à-dire une cellule qui est souche, elle est capable de donner une grosse colonie. Une cellule qui n'est pas souche ne donne qu'une petite colonie. Et ça, on peut le quantifier tout simplement. On compte le nombre de cellules qu'il y a dans chaque colonie. Et on est capable de dire, là par exemple, on avait fait un test où on avait... Alors c'est un peu compliqué, quoi. Je mettrais presque 1 heure à vous expliquer pourquoi on a choisi cette protéine. Mais on avait choisi une protéine qu'on a éteinte dans nos cellules. Et quand on éteint la protéine, on voit qu'il y a plus de cellules souches. Ça veut dire que cette protéine est impliquée dans la formation des cellules souches. Et quand elle est absente, on a plus de cellules souches puisqu'on a plus de grosses colonies. Après, on peut localiser ces cellules souches. Alors, on sait qu'elles sont dans la partie ici de la membrane basale. Et on a quelques éléments, des petites protéines qui nous disent ah ben cette protéine elle est peut-être un petit peu plus importante dans les cellules souches. Alors souvent, et ce qui est très intéressant, ce sont des protéines, ce qu'on appelle des protéines d'adhérence cellulaire. C'est-à-dire que cet épiderme ici, composé essentiellement de kératinocytes, une de ses fonctions principales, c'est de s'accrocher au derme qui est en dessous. Et ça, c'est important pour ce que je vais vous présenter derrière. C'est que ces petites cellules, c'est pire que du velcro, ça va vraiment s'accrocher sur le derme. Et à ce niveau-là, il y a des protéines d'ancrage qui sont là, qui s'accrochent sur le derme. Et ces protéines sont très importantes pour la fonction barrière de la peau, puisque ça évite que l'épiderme soit désolidarisé du derme.
Et donc, ces protéines sont encore plus nombreuses dans les cellules souches que dans les cellules qui ne sont pas souches. On est capable aussi de faire une carte d'identité des gènes et des protéines qui sont dans les cellules. Alors, pas toutes les protéines, certaines protéines, mais des gènes, on est capable de faire une carte d'identité de tous les gènes humains qui sont dans ces cellules. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais nous, on a à peu près autant de gènes que les souris. On ne ressemble pas à une souris, mais on a à peu près autant de gènes. On a à peu près 30 000 gènes, entre 25 et 30 000 gènes. On est capable, avec ce petit matériel, cette technologie, de regarder les 30 000 gènes humains en même temps. Et donc, ça nous fait une carte d'identité. C'est-à-dire que ça nous montre que cette cellule-là, elle n'a pas le même profil, ce qu'on appelle le profil des gènes. Elle n'a pas exactement le même profil, donc ce n'est pas la même cellule que celle qui est à côté. Et donc, on a une carte d'identité maintenant qui est en train de s'établir sur les cellules souches. On a la même chose en protéines, c'est-à-dire que là, on a des populations, chaque petit point, c'est une cellule, on a des populations qui sont différentes, vous voyez, elles vont pas avoir la même quantité de protéines sur la cellule, et donc du coup, on va pouvoir séparer les sous-populations, et on va dire, celle-là, elle est plus souche que celle-là, parce qu'on a tous les autres outils qui nous permettent de voir que c'est une cellule souche après. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait un test de perturbation biologique de ces cellules. Donc on a reconstruit un épiderme au laboratoire. Et vous voyez ici qu'on a appliqué une toute petite dose d'irradiation. Et on avait fait un épiderme avec des cellules qui étaient les plus souches possibles. Et on s'est rendu compte que lorsque vous avez... Normalement, l'épiderme, vous voyez, les cellules, elles sont bien alignées. Et là, vous avez en bleu, vous avez les noyaux des cellules. Les noyaux, ils sont super bien alignés dans un épiderme normal. Quand vous mettez un petit peu d'irradiation, eh ben, vous avez une perturbation des noyaux. Ils vont devenir un peu... ils vont se coucher. Et on peut le quantifier comme ça. Et donc, on voit quel peut être le stress des cellules souches. Donc ça, c'est super important pour nous parce qu'on a un vrai regard sur, et on peut quantifier le stress de ces cellules. Alors là, c'est autre chose, puisqu'on va regarder si on est capable de reformer des épidermes humains chez la souris. Donc là, vous voyez, nous, on avait des cellules qui étaient marquées avec de la fluorescence. Donc on a greffé chez la souris, on récupère le greffon humain chez la souris, on redissocie les cellules, on les récupère et on les regreffe chez la souris. Alors pourquoi on greffe 2 fois ? Pas pour l'animal, parce que on a une éthique animale. Je suis dans un comité d'éthique, donc je sais ce que c'est que l'éthique et le bien-être animal. Mais c'est parce que si vous récupérez ce greffon sur le dos de la souris, il faut montrer que vous avez encore des cellules souches dans ce greffon. Parce que vous pourriez dire, bon, la première fois, ok, j'ai fait un épiderme, mais quand je les récupère, on n'a plus de cellules souches, donc on n'est plus capable de faire d'épiderme. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que à la deuxième greffe, il y avait une efficacité de greffe qui était bien supérieure avec ce type de cellules qui étaient plus proches des cellules souches que les contrôles. Et par contre, quand vous avez une bonne prise de greffe chez les contrôles, elle est très belle et ça donne un épiderme impeccable chez la souris. Alors on passe aussi chez l'homme. Alors chez l'homme, on essaye effectivement aussi d'aller isoler les cellules souches pour que, comme je vous le disais tout à l'heure, les greffes de peau puissent tenir au maximum que ça puisse tenir. Alors là, c'était un enfant qui était un enfant syrien qui est arrivé en Allemagne il y a quelques années. Et donc, pendant son trajet d'émigration vers l'Allemagne, vous savez que ce n'est pas des trajets qui sont très très simples. Il a eu des gros soucis parce que cet enfant était atteint d'une maladie génétique qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse. Et cette épidermolyse bulleuse, j'ai dit tout à l'heure que l'épiderme, il est accroché au derme avec ses points d'ancrage. Et l'épidermolyse bulleuse, ça touche à une de ces protéines qui accroche l'épiderme au derme. Et donc, du coup, on a, après frottement, on a création de bulles. Et donc, ça fait des énormes ampoules. Et donc, il y a des lambeaux d'épiderme qui partent. Et donc, cet enfant est arrivé dans un état assez catastrophique. Il y avait à peu près 80% de sa surface corporelle qu'il a fallu enlever parce qu'en plus, il y a des infections qui sont rajoutées. Donc, c'était assez horrible. Donc, les médecins, ils ont récupéré, ça c'est extraordinaire, 4 cm² de peau, c'est-à-dire un timbre-poste en gros. Ils ont isolé les cellules souches à partir de ces 4 cm² de peau. Ils ont corrigé les cellules, parce que comme il était atteint d'une maladie pathologique, vous n'alliez pas lui remettre des cellules qui étaient malades. Donc, ils ont corrigé par thérapie génique. Donc, vous connaissez à peu près la thérapie génique depuis le temps que la FM Téléthon nous en parle tous les ans. Voilà, ils ont fait une correction de thérapie génique. Et ils ont reproduit de l'épiderme qu'ils ont regreffé derrière. Et vous voyez qu'au bout de 8 mois, c'est la petite photo E là-bas, on a un petit zigzag, c'est le point où a été pris une biopsie pour voir s'il avait toujours de l'épiderme. Et ça, c'est super intéressant parce que normalement,
sur ce point-là, l'enfant aurait dû reformer des bulles à cause de sa maladie. Et là, ça s'est bien cicatrisé, il n'y a pas eu de problème. Donc l'enfant était guéri, à la fois il était recouvert au niveau de la peau et était guéri au niveau de sa pathologie. Et en dessous, c'est 5 ans après, donc vous voyez qu'il y a une peau relativement bonne. Moi j'ai vu des vidéos de cet enfant qui jouait dans un parc et qui glissait sur le toboggan. Et donc avec une épidermoïde bulleuse simplex telle qu'il avait, normalement toute sa peau devrait s'arracher. Et là, il n'y avait aucun souci et il pouvait s'amuser comme un enfant lambda. Alors après les greffes de peau d'épiderme, on est aussi capable de faire des greffes de membres. Alors les greffes de membres, c'est beaucoup plus compliqué effectivement que des greffes de peau toutes simples parce qu'il y a tout ce qui va avec, il y a les nerfs, les circulations sanguines, les os et tout ça. Et donc nous on travaille entre autres avec ce médecin, Alexandre Lelouch, qui fait des greffes de membres, qui a participé aussi aux greffes de visage. Et donc ça c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et demain ce qu'on peut imaginer, et c'est vraiment de l'imagination, on peut imaginer qu'on prépare des mains ou des membres directement au laboratoire. Alors cette photo que vous avez sur votre droite, il faut faire attention, hein, j'ai grandi la photo. La main, elle fait 5 cm de haut pour l'instant. Donc c'est vraiment tout petit. C'est une main pour une poupée, c'est pas une main pour un patient. Mais c'est déjà assez extraordinaire, c'est-à-dire que cette main, ce manteau, ce gant, puisque c'est un vrai gant, composé donc d'une matrice et puis de kératinocytes sur cette matrice, et un vrai gant de peau. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu. Le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on fait des greffes autologues. Et puis, il faudra me dire pour le temps, parce que on fait des greffes autologues, et les greffes autologues, c'est bien parce qu'il n'y a pas de rejet de greffe, ça c'est super, mais il y a une logistique autour des greffes autologues qui est assez compliquée, puisque quand vous avez un patient, vous ne pouvez pas produire les cellules sur le site de greffe, parce qu'il y a très peu de laboratoires qui sont capables d'isoler les cellules souches, de produire des feuillets épidermiques pour pouvoir regreffer derrière, donc c'est très compliqué. Donc vous récupérez un petit morceau de peau de votre patient, il faut l'envoyer dans un laboratoire, donc il y a des frais logistiques qui se mettent en route. Après, il y a la production de cette peau, il y a la congélation de cette peau, donc c'est ce que vous voyez ici, donc la production c'est les boîtes de pétri, la congélation c'est le congélateur qui est en bas. Et après, ce qui est important, c'est vous les congeler parce que vous n'allez pas forcément tout de suite les greffer, parce qu'il y a des contrôles qualité. Parce qu'on ne peut pas greffer n'importe quoi au patient, sauf si c'est un cas un peu comme le cas précédent où la vie du patient était vraiment en jeu, mais sinon, si on peut attendre, il vaut mieux faire un contrôle qualité plutôt que de greffer des cellules qui sont en mauvais état. Donc du coup, vous avez tout un contrôle qualité qui est fait, qui prend du temps, qui coûte très très cher, et après vous avez la logistique de retour jusqu'au patient. Donc c'est long, c'est coûteux, et c'est fait par très peu de labos au monde. Alors juste pour... avant, il y avait une pharma qui était Genzyme, qui préparait pratiquement tous les feuillets épidermiques des grands brûlés pour le monde entier. Donc c'était à Boston, aux États-Unis. Et ils ont décidé de privilégier le marché américain. Donc à savoir qu'actuellement, on est incapable de greffer des patients grands brûlés à plus de 80% en France si on doit refaire des cellules, puisqu'on n'a pas les établissements qu'il faut pour produire les cellules. Pas encore. On est en train de travailler dessus, mais pas encore. Alors l'autre possibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle les greffes allogéniques, c'est-à-dire que vous avez un donneur qui est différent du receveur. Alors après, il y a le choix du donneur, ça c'est autre chose, d'un point de vue éthique, d'un point de vue technique et d'un point de vue médical. Mais une fois qu'on a choisi un donneur, on va imaginer qu'on a choisi un donneur, et bien c'est le cercle qui se passe sur la droite, c'est-à-dire qu'on va extraire ces cellules, kératinocytes et fibroblastes, parce que ça nous intéresse aussi de travailler sur la fibroblaste pour que la peau soit vraiment le plus complet possible, bien que ça soit très simple, puisque vous n'avez que 2 types cellulaires, alors que dans la peau, il y a des dizaines de types cellulaires. Ensuite, vous pouvez peut-être même les corriger, essayer de faire quelque chose pour que ces cellules, elles puissent, et ça je vous en parlerai juste après, elles puissent être ce qu'on appelle nous immunotolérées, c'est-à-dire que le receveur accepte les cellules du donneur sans les rejeter. Et puis après, vous allez amplifier ces cellules, refaire un banking, et vous allez avoir des millions, voire des milliards de cellules dans vos congélateurs. Et à partir de là, vous pouvez refaire une peau reconstruite que vous allez greffer chez les patients. Alors l'intérêt, c'est d'avoir des milliards de cellules en attente, donc là vous allez gagner du temps. Elles vont être votre contrôle qualité dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aura un contrôle qualité qui sera fait pour des milliards
Alors peut-être pas des milliards de cellules, mais ça va couvrir quelques milliers de personnes, alors que tout à l'heure, vous aviez un contrôle qualité qui était fait pour une personne, dont le coût va diminuer énormément du contrôle qualité par patient. Et puis vous allez, si on va encore plus loin, vous pouvez même préparer, et ça on y pense, on commence à travailler dessus, vous pouvez même préparer directement les peaux reconstruites. Alors maintenant on appelle ça des organoïdes, mais nous ça fait 20 ans qu'on appelle ça des peaux reconstruites, c'est-à-dire l'ensemble fibroblaste épiderme, qui serait prête à être greffée, c'est-à-dire qu'elle serait congelée dans des congélateurs dans les hôpitaux. Il y a par exemple un hôpital qui pourrait nous commander 10 000 pots par an, elle serait congelée, prête à l'emploi, et donc du coup, dès qu'il y a un patient qui arrive, eh ben, on décongèle et on greffe directement. Donc là, il y a un coût, il y a une attente qui est vraiment plus que réduite. Alors pour finir, nous comment on va immunotolérer ces greffons? C'est qu'on s'est dit, on a travaillé, alors on a la chance d'avoir une relation avec un laboratoire qui travaille là-dessus depuis plus de 30 ans. La greffe allogénique la plus connue, eh ben, c'est le fœtus. C'est-à-dire que normalement, un fœtus devrait être rejeté, puisque c'est du non-soi. Et pourquoi il n'est pas rejeté? Parce que la mère elle sécrète une protéine qui s'appelle HLA-G. Alors cette HLA-G, elle permet au fœtus de rester chez la mère pendant 9 mois. Et donc nous, on va leurrer la peau en faisant surexprimer cette protéine dans les kératinocytes et en faisant croire au receveur que c'est du soi et pas du non-soi. Donc on est en train de travailler là-dessus, on a 4 ans pour travailler là-dessus, donc on est financé dans des programmes, ce qu'ils appellent les programmes 2030, France Avenir, France Relance, et on est en train de faire toute cette partie du programme pour essayer d'avoir des greffes immunotolérées. L'idée, c'est de standardiser tout ça et de faire travailler les robots. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut quand même des ingénieurs et des techniciens en amont, hein, ça n'empêchera rien. Mais il faut qu'on standardise les productions. Et donc là, c'est un robot avec lequel j'ai travaillé moi. Je lui ai appris à faire ce qu'on appelle un passage, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de cellules dans une boîte de culture, il faut diluer ces cellules pour qu'elles puissent repousser. Et donc, moi, j'ai appris au robot à faire un passage comme un ingénieur ou un technicien pourrait faire. Et le problème du robot, de ce robot-là, en tout cas, c'est qu'il n'avait qu'un seul bras, alors que nous, on en a 2. Et comme je vous ai dit, nos kératinocytes sont très adhérents. Ils aiment bien être accrochés, donc ils aiment bien être accrochés sur le plastique. Et quand on veut les décrocher, on a une enzyme spéciale, mais on tape avec notre main. Mais lui, il ne sait pas taper, puisqu'il n'a qu'un seul bras, donc il a fallu lui apprendre à secouer le flacon de culture. Alors, ce sont exactement les mêmes robots que vous avez dans l'automobile, hein, c'est le même type de robot. Quoi, 2 bras. Et là, voilà, moi je lui ai appris à faire ça, tac, 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 et il va secouer. Il est lent quand même, il est plus lent que nous. Hein. Alors j'ai à peu près 3 mois pour mettre le process au point. Voilà. Et là, normalement, toutes les cellules sont en suspension et on peut faire le passage. Je vous remercie. Le dernier, voilà, c'est juste pour dire que nous, on est situé dans le sud de Paris et qu'à côté de tout ce qui est cellules souches, on travaille beaucoup sur les expositions. Alors, comme on est CEA, on travaille sur les expositions ionisantes et on travaille aussi sur tout ce qui est vraiment caractérisation de la cellule souche par elle-même. Je vous remercie.